bonjour tout le monde. On est arrivé à la deuxième partie de la formation Foundation. Donc, dans la première partie, on a insisté et on s'est intéressé surtout au cœur de la norme. Donc, principalement, on a discuté les chapitres 4 à 10. On a vu le cycle PDCA. On a un peu expliqué comment ça fonctionne, on va dire. On a peut-être un peu abordé des aspects d'implémentation, mais ce n'est pas l'objectif de cette formation. Donc, je vous rappelle que le chapitre 4, c'est le contexte de l'organisation. Le chapitre 5, c'est le leadership. 6, c'est la partie planification. 7, c'est la partie ressources. 8, c'est l'implémentation, on va dire, c'est la partie opérationnelle. Le chapitre 9, c'est la mesure des performances, c'est le chapitre sur les performances. Et le chapitre 10, c'est l'amélioration continue. Donc, on avait dit que le texte de la norme est complété par l'annexe A, qui recense 114 mesures de sécurité dans sa version 2013 et 2017. La version 2022 a changé un peu la structure de l'annexe A, mais dans cette session, on va surtout s'intéresser on va dire, à l'ancienne version. Comme j'avais dit au début de la formation, on dispose de 2 ans de phase transitoire. Donc, les gens qui sont en train d'implémenter ou bien qui vont démarrer peuvent toujours se baser sur l'actuelle version. Et l'autre version pourrait être une évolution. Par exemple, soit à la recertification, soit lors d'une surveillance. D'accord? Donc, pour l'annexe A, il est constitué de 14 objectifs de mesure de référence. Donc, on va dire 14 objectifs. Il y a 114 mesures qui vont répondre à ces 14 objectifs. Mais je vous rappelle que c'est juste à titre, on va dire, minimal comme mesure de sécurité. On peut bien sûr introduire d'autres mesures qui proviennent d'autres standards, par exemple, ou bien d'autres référentiels. On avait parlé de PCI DSS, et ainsi de suite. Donc, ça commence par la A5. Donc, ici, parenthèse, pour distinguer les mesures de sécurité des exigences de la norme. Bon, on va dire les mesures de l'annexe A de l'exigence de la norme. Les clauses de la norme, c'est directement un chiffre, un paragraphe. Donc, par exemple, 5.1 et 4.1. D'ailleurs, ça démarre à 4. Mais pour l'annexe, c'est A quelque chose, A5. Et vous remarquez qu'on commence à A5. Donc, A5, parce qu'il y a les chapitres 1, 2, 3, 4 dans la 27002 qui sont dédiés à la présentation de la 27002, la terminologie, etc. C'est comme ce qu'on a dit pour la 27001, on a dit qu'on commence à 4 parce que 1, 2, 3, c'est l'introduction, on va dire, du texte. Donc, la A5, on va s'intéresser à la politique et aux politiques de sécurité de l'information. La A6, c'est l'organisation de la sécurité de l'information. On a déjà abordé les aspects rôle et responsabilité, etc. Mais là, on va un peu parler de la mesure à mettre en œuvre, on va dire. Comment concrètement on pourrait mettre en place cette mesure ou bien répondre à cette exigence à travers les mesures qu'on peut avoir. La A7, sécurité des ressources humaines. Donc là, c'est la partie, le cycle de recrutement, on va dire, le cycle de vie d'un collaborateur ou bien d'un employé. C'est depuis la phase de présélection et à travers la période de travail dans l'organisation et la sortie. Donc, tout le cycle d'un employé. Gestion des actifs. Donc, on va parler d'inventaire et ainsi de suite. Contrôle d'accès. Les mesures de cryptographie. C'est parmi les chapitres qu'on pourrait trouver en exclusion. Vous vous rappelez que parmi les mesures de l'annexe A, on peut avoir des mesures qu'on n'implémente pas, qu'on appelle des exclusions. On a discuté de ça dans la déclaration d'applicabilité, la SOA. Donc, la cryptographie, si par exemple, on n'utilise pas de cryptographie, bah, probablement, on peut exclure cet objectif, on va dire, la A10. La A en sécurité physique et environnementale. J'ai toujours insisté sur la sécurité physique en tant que composant de la sécurité de l'information. Il y a aussi la sécurité environnementale, c'est tout ce qui est énergie, climatisation, etc.
sécurité liée à l'exploitation, sécurité des communications, donc communication au sens échange d'informations, qu'elles soient sous format papier ou électronique, sous n'importe quelle forme, en fait, on va dire. Acquisition, développement et maintenance des systèmes d'information. Il manque un petit test ici, je m'excuse. Donc, ici, c'est le développement de notre SI, les bonnes façons de faire et ainsi de suite. En fait, là, ici, on va parler plus de qu'est-ce qu'il faut avoir comme façon de faire, on va dire. Relation avec les fournisseurs, donc tout ce qui est sélection, évaluation des fournisseurs, suivi des activités des fournisseurs, on va dire de leur, par exemple, SLA et engagement. La A16, c'est la gestion des incidents liés à la sécurité de l'information. En général, on parle de la gestion d'incidents en général, mais on va se focaliser ici sur les incidents liés à la sécurité de l'information. Aspect de la sécurité de l'information dans la gestion de la continuité d'activité. Donc, vous remarquez ici qu'on ne parle pas de la continuité d'activité en elle-même en tant qu'objectif, parce qu'il y a pour ça la 22301 qui est le standard dédié à la continuité d'activité. Maintenant, comme il y a des objectifs de disponibilité, si vous vous rappelez des 3 critères de la sécurité de l'information, il y a la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc, pour répondre à la disponibilité, par exemple, on pourrait dire qu'on va avoir un site de secours, on va avoir des liaisons de secours, etc. L'idée ici, c'est que les mesures de sécurité et les aspects sécurité de l'information, quand on est en mode continuité d'activité, ils doivent être les mêmes que ce qu'il y a dans la production. Ce n'est pas parce qu'on est en mode dégradé qu'on va donner à tout le monde les permissions, bien les privilèges d'administrateur juste pour faire simple. Et là, à 18, c'est la conformité. Et là, c'est la conformité légale, réglementaire, contractuelle, tout ce qu'on veut. Donc, conformité en sens large. Et bien sûr, conformité aux clauses du standard. D'accord? Donc là, c'est les grands titres, on va dire. On va entrer un peu dans les détails, mesure par mesure. Donc, chaque objectif sécurité comprend une ou plusieurs catégories de sécurité. En fait, les objectifs, c'est les 14. Dans les 14, on va trouver, on va dire, des paragraphes. Ce sont les objectifs, ou bien les catégories, pardon. Il y a 35 catégories. Et dans les catégories, on va trouver les mesures. La dernière fois, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on parle de mesures de sécurité ou bien contrôle de sécurité. C'est la même chose. À ce titre, je voudrais juste rappeler une chose. Les mesures de sécurité, ce n'est pas nécessairement la mesure technique. Installer un firewall, c'est ce qu'on appelle une mesure technique. On peut avoir une mesure managérielle, la formation par exemple, ou bien une mesure administrative. Quand on parle de définition des rôles et responsabilités, en fait, c'est une mesure qui est administrative, pour être. Il y a les mesures légales. En général, c'est la partie contractuelle. C'est ce qu'on donne en général comme exemple des mesures légales. Maintenant, pour la partie légale, ça dépend beaucoup du pays où on implémente le standard, on va dire, le système de management. D'accord? Donc, la A5, donc on va commencer par la A5.1, orientation de la direction en matière de sécurité d'information. Vous vous rappelez, quand on a parlé du chapitre 5, on a dit que dans la 5.2, il y a la politique sécurité d'information qui doit être établie par le top management. Et cette politique, elle va donner un cadre à tout mon système de management. Donc, on insiste ici, la A5.1, c'est l'orientation, ou bien les orientations de la direction en matière de la sécurité d'information. Comment elle est reflétée? Elle est reflétée sous forme de politique sécurité de l'information. Donc, la A5.1.1, un ensemble de politiques sécurité de l'information doit être défini, approuvé par la direction, diffusé et communiqué aux salariés et aux tiers concernés. Donc là, on voit déjà que il faut avoir au minimum une politique, mais on va avoir en général plusieurs, qui doivent être approuvées par la direction et qui doivent être communiquées aux parties concernées. D'accord? On va laisser ça au sens large, parties concernées. Et en général, on a toujours une politique de haut niveau. La première politique, c'est la politique sécurité de l'information, par exemple. On peut avoir une politique au niveau, par exemple, politique de continuité d'activité, si on était dans la continuité d'activité. Et après, on va avoir des politiques qui sont plus spécifiques.
Par exemple, politique de, politique de gestion de mots de passe, quelque chose comme ça. Donc, politique de sauvegarde, c'est du spécifique. D'accord? Donc, premier niveau, politique d'information, définition de la sécurité d'information. Donc, dans cette politique, on va essayer un peu d'établir le cadre. On va définir qu'est-ce qu'on veut dire par la sécurité d'information. On va avoir les objectifs derrière la mise en place de ce SMSI et cette politique, en fait. Les principes qui vont gouverner notre système de management. Euh, on, on doit retrouver un peu l'engagement de la direction à respecter cette politique et à la supporter. Donc, vous vous rappelez, le support du management, c'est parmi les choses qui vont aider dans, on va dire, dans la mise en place aussi, mais le maintien de notre système de management. Parce qu'en général, ce qu'on voit dans les organisations, c'est qu'il y a un grand effort pour la mise en place, mais une fois les gens ont leur système de management, ils sont certifiés éventuellement, on se relâche. Et là, c'est contre-productif de point de vue système de management. On pourrait retrouver des références vers d'autres politiques dans la politique au niveau. Pourquoi? Parce que, en fait, rien n'empêche d'avoir une seule politique avec 400 pages. On va tout mettre dans cette politique, mais c'est contre-productif encore une fois, si ce n'est que de point de vue mise à jour. Imaginez qu'on a une politique où on va mettre tout dans ce document. Si on change une seule ligne dans le dernier paragraphe, il faut faire valider tout le document par le management. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres changements au passage, etc., ce qui rend les choses un peu difficiles. Donc, en général, on préfère avoir la politique au niveau qui est simple, euh, qui est résumée, etc., et avoir des politiques spécifiques. Là, on va entrer dans des détails techniques, par exemple, parce que dans la politique, je peux avoir quelque chose de haut niveau comme toutes les communications doivent être protégées par un mécanisme de chiffrement. Par exemple, je n'entre pas dans le détail. C'est quoi le mécanisme, quel chiffrement, quelle complexité, quelle taille de clé. Tout ça, on va le laisser dans la politique de communication. Et c'est là où on va entrer dans le détail, choix de l'algorithme de cryptage, choix de la taille de la clé. Est-ce qu'on va utiliser le même algorithme, par exemple, pour toutes nos communications ou bien juste quelques cas spécifiques selon la classification de l'information, par exemple, etc. Comment tout écart par rapport à la politique doit être géré, s'il y a des dérogations, comment et qui a le droit de déroger à quelques aspects de la politique et sous quelles conditions. D'accord? Donc, tout ça doit être documenté, bien sûr. Donc, doit être disponible sous information, sous format documenté, mais doit être aussi communiqué. À minima, communiqué à l'intérieur de l'organisation, parce que les gens qui travaillent pour nous doivent savoir et connaître notre politique de sécurité de l'information. En général, on ajoute une couche de sensibilisation pour être sûr que les gens ont donné quelques minutes de leur temps pour lire la politique. D'accord? Si on compte juste sur la bonne foi des gens, peut-être que les gens, avec toute la bonne foi du monde, ils n'ont pas le temps pour la lire. Donc, on doit leur forcer un peu la main, les ramener en session de sensibilisation ou bien de formation, pourquoi pas. Et on va parler de notre politique de sécurité de l'information. Et on peut partager cette politique avec les parties intéressées qui nous semblent, ou bien qu'on juge, pardon, intéressantes et pertinentes. Par exemple, nos fournisseurs, surtout sur la partie IT, data, par exemple, et ainsi de suite, des sous-traitants, si on a des personnes en régie, donc on fait appel à des freelancers pour travailler chez nous sur des sujets temporairement. Dans leur onboarding, dans leur contrat, etc., ils doivent prendre connaissance de cette politique de sécurité de l'information. D'ailleurs, on verra que pour ces personnes, ils doivent aussi signer des engagements de confidentialité et ainsi de suite. Euh, voilà, donc globalement, il s'agit de ces aspects. D'accord? Donc, les politiques spécifiques, on peut avoir ce qu'on appelle niveau inférieur éventuellement, les politiques de contrôle d'accès et de classement des informations. Donc, le classement ou bien la classification de l'information, c'est très important
C'est parce que à la base de cette classification d'informations qu'on va dire cette information est critique pour l'organisation. Et donc, de point de vue gestion de risque, ça va être plus délicat à traiter. Il faut prêter attention à ces informations, etc. Sécurité physique environnementale, utilisation acceptable des ressources. L'utilisation acceptable des ressources, on peut trouver ça sous forme de charte de bon usage. C'est-à-dire, on dit aux gens, même si on a une connexion à 200 mégabits par seconde dans nos bureaux et qu'on est 5 à travailler, ce n'est pas une raison pour télécharger des films euh, au boulot. D'accord? Bien de lancer des serveurs à titre personnel euh, dans les locaux de l'entreprise. Bureau propre, écran propre, etc. Tout ça, on va le voir à travers les mesures qu'on va, parce que tout ça, c'est reflété dans les 114 mesures de l'annexe A. Donc, on va les parcourir. Et bien sûr, essayons toujours d'avoir des politiques qui sont simples et faciles à comprendre, c'est-à-dire adaptées à la destination. Si c'est pour des ouvriers, ce n'est pas la même chose que pour des administrateurs systèmes et réseaux. D'ailleurs, le premier jour, j'avais parlé de format de la politique. On peut avoir la politique qu'on va afficher, par exemple, dans des tableaux, dans de l'affichage, dans l'organisation. C'est pour nos visiteurs. Donc, dès que le visiteur entre, il voit qu'il y a une politique d'information. Il est contrôlé à l'accueil en termes d'identité. On lui donne un badge pour qu'il soit identifié en tant que visiteur dans l'organisation, etc. Donc, tout ça, ce sont des aspects de sécurité euh, relative à la sécurité de l'information, en fait, sécurité physique et environnementale. Bon, comme j'ai dit, on va voir tout ça par la suite. La 5.1.2, c'est la revue de ces politiques. Donc, la politique, en général, on a déjà parlé de l'aspect documentaire. On a dit que une revue au minimum annuelle est nécessaire pour toute la documentation. Question de cycle de vie documentaire, question de maintenir la documentation à jour et cohérente avec ce qui est pratiqué. Rappelez-vous qu'on dit documentez ce que vous faites et faites ce que vous documentez. C'est la règle. Donc, les politiques de sécurité de l'information doivent être revues à intervalles programmés. Donc là, c'est la partie planification. On doit avoir une planification de la revue documentaire. Bon, la planification, elle peut être simple si on a un petit package documentaire, c'est-à-dire qu'on va dire chaque premier lundi du trimestre, on va revoir la documentation. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais on peut avoir ce genre de planification. Comme on peut dire, à telle date, on revoit la documentation concernant ces aspects, à telle date, on va voir la documentation concernant ces aspects, et ainsi de suite. Et puisqu'on va avoir plusieurs types de documentation, mis à part les politiques, on peut avoir des procédures, des standards, des guides. Chaque entreprise va appeler ça comme elle veut. Et on peut dire, selon la nature du document, on pourrait le revoir. Bien sûr, ça, c'est à intervalle planifié, ou bien quand il y a un changement majeur pour garantir la pertinence de cette documentation. Si, par exemple, le contexte légal change, systématiquement, la politique de sécurité de l'information doit être revue parce qu'on doit étudier est-ce qu'on est concerné par ce changement du contexte légal. Quelles sont les répercussions sur nos contrats, par exemple, sur notre activité. Et éventuellement, ça va se répercuter sur notre politique. Bien sûr, l'essentiel de faire la revue. S'il n'y a pas d'impact, ben, il n'y a pas d'impact, mais on va écrire qu'il y a eu une revue suite au changement légal. On va le voir dans le tableau des modifications, l'historique du document, pour dire, on a fait la revue, mais nous ne sommes pas concernés par ce changement. D'ailleurs, les changements de contexte légal réglementaire, ça rejoint un peu le contexte d'organisation du chapitre 4. D'accord? Donc, contexte d'organisation dans le 4.1 et le 4.2, éventuellement, on va dire que ça fait aussi partie de l'exigence de la norme elle-même. Ce n'est pas juste un luxe. Mais c'est un exemple. C'est un exemple. Le changement technologique peut aussi influencer la revue d'une politique spécifique ou bien au niveau. Donc, tout ça, c'est possible. Voilà. Donc, ça, c'était le chapitre A5. Là, A6, organisation de la sécurité de l'information. Donc, en général, comme j'ai dit, ce sont tout ce qui est rôle et responsabilité liées à la sécurité de l'information. Donc,
A6.1, fonction et responsabilité liées à la sécurité d'information. Toutes les responsabilités en matière de sécurité d'information doivent être définies et attribuées. Donc là, c'est un peu le spécifique. Mais en général, les rôles et responsabilités doivent être documentés quelque part, soit dans les fiches de mission, soit dans les fiches de poste, soit. Mais bien sûr, le standard, il va être exigeant par rapport à la sécurité de l'information, plus que par rapport aux autres rôles et responsabilités opérationnelles. Parce que on essaie de maîtriser l'impact de la sécurité de l'information sur l'activité. D'accord? Donc, les rôles et responsabilités de tout le personnel doivent être définis et clairement communiqués. Une personne lambda qui n'intervient pas directement sur le SMSI d'une manière active, il va intervenir de manière passive parce que s'il ne respecte pas la politique, si il ne respecte pas les règles de sécurité, par exemple, pour la consultation des emails, etc., il va avoir un impact sur le SMSI implicitement. Du coup, il a une responsabilité de faire attention, de faire un peu de due care ou bien de due diligence et de faire attention à ce qu'il fait en termes de sécurité de l'information. Ça, c'est sa responsabilité. Tout le monde est concerné par la sécurité de l'information. Et bien sûr, on va avoir les rôles spécifiques, gestionnaire de risque, gestionnaire du SMSI, responsable de sécurité de l'information, RSSI, le DSI, etc. Donc, ces personnes, elles ont plus de poids, bien sûr, parce qu'ils ont plus d'autorité et de responsabilité, mais tout le monde est concerné. Donc, il faut expliquer aux membres de l'organisation ce que l'on attend d'eux. Tout le personnel doit avoir une responsabilité de base en matière de sécurité d'information dans les descriptions de poste et devrait comprendre sa responsabilité en matière de sécurité. C'est-à-dire qu'on va introduire dans les fiches de poste, éventuellement, les aspects sécurité d'information, même pour Monsieur Lambda, comme j'ai dit, qui n'est pas concerné directement ou bien qui ne touche pas activement au SMS. La A6.1.2, séparation des tâches. Donc là, ce qu'on appelle les conflits d'agence, c'est-à-dire qu'une personne ne doit pas accumuler des rôles et responsabilités qui sont conflictuels. Je ne peux pas être la personne qui a le chéquier qui remplit le chèque et celui qui a l'autorité de le signer. Parce que dans ce cas, je vais faire n'importe quoi, en fait, à un certain moment. Donc, les tâches et les domaines de responsabilité incompatibles doivent être cloisonnés pour limiter les possibilités de modification ou de mauvais usage non autorisés ou involontaires des actifs de l'organisation. Donc, on donne l'exemple du chéquier, mais ça va de soi pour tout. Je ne peux pas être celui qui fait l'opération et qui la contrôle. Je ne peux pas être responsable, par exemple, de la suppression sécurisée des données des disques durs qui vont être jetés, par exemple, et celui qui dit que c'est fait. Parce que je peux ne pas faire l'opération et dire que c'est fait alors que ce n'est pas fait. C'est un exemple de conflit d'intérêts. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Quand on donne des rôles et responsabilités, il faut faire attention à ne pas avoir des personnes qui ont des rôles et responsabilités qui sont conflictuels. L'objectif, c'est réduire les possibilités de modification non autorisée, bien sûr, ou non intentionnelle, de l'utilisation abusive des actifs, etc. D'accord? Donc, on va toujours dire qu'il y a le bénéfice du doute, que les gens ne vont pas être mal intentionnés, mais la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Donc, principe, le déclenchement d'un événement doit être séparé de son autorisation. Je ne peux pas être celui qui déclenche l'événement et qui autorise sa réalisation, en général. C'est pour ça que, par exemple, dans les centrales nucléaires, on trouve qu'il y a deux personnes qui ont des clés ou bien des codes qui sont connus par ces personnes qui doivent être tournés dans un sens donné en même temps pour qu'il y ait autorisation d'une opération militaire. C'est un peu la même chose. Aucune personne ne devrait être en mesure d'accéder ou modifier ou d'utiliser les actifs sans autorisation ou détection. Donc là, on parle, on va dire, indépendamment des comptes qui sont administrateurs de domaine ou bien super privilégiés. Les super comptes, bien sûr, ils ont le droit de tout faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de point de vue technique,
mais ils n'ont pas nécessairement le droit de point de vue réalisation. Donc, à la rigueur, pour ces personnes, on va avoir un côté détection et surveillance et journalisation qui est renforcé. D'ailleurs, il y aura une clause qui est spécifique aux journaux des administrateurs, parce que ces administrateurs, ils peuvent supprimer ces journaux aussi. Et donc, ils peuvent faire la plus grosse bêtise et supprimer toute trace des logs. On n'en saura rien. D'où cette nécessité de séparer un peu les logs des administrateurs des logs des utilisateurs normaux, etc. C'est une combinaison de Role-Based Access Control, RBAC, et le Need to Know. Donc, le Need to Know, ça veut dire, même si on a accès à l'information, si on n'a pas besoin de connaître cette information, on n'a pas le droit de la toucher. L'administrateur de base de données, il a accès à la base de données. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va prendre le temps d'aller lire cette base de données parce qu'il n'a pas le besoin d'avoir cette information. Donc, systématiquement, il n'a pas le droit de lire cette information. C'est un peu ça l'idée. Donc, si on revient à la séparation de tâches, c'est pour garantir un peu qu'il n'y ait pas d'abus d'utilisation de pouvoir par les personnes. La division du travail entre deux ou plusieurs employés fournit un système de vérification de l'un par l'autre. Donc, par exemple, 2 clés ou 2 mots de passe. L'effondrement de la banque Paris. Donc, ça, c'est un exemple d'une situation où le manque de séparation de tâches a conduit à un impact majeur. Séparation de tâches plus difficile à mettre en place ou bien en œuvre pour les petites entreprises, puisque on a un nombre limité de personnes, on a une personne qui accumule les pouvoirs. Par exemple, si je suis dans une entreprise où il y a juste 5 personnes, en général, le DG, c'est lui le RH, c'est lui le directeur financier, c'est lui le contrôleur de gestion, c'est lui l'administrateur de domaine, voire carrément. Donc, dans ces situations, c'est un peu difficile de faire la séparation des tâches. Maintenant, on doit juste surveiller et tracer tout ce qui est fait avec ses comptes et avec ses privilèges. D'accord? Juste pour garantir qu'il y a un minimum de respect des règles dans l'organisation. Maintenant, de point de vue standard, bon, comme il n'y a pas d'exigence spécifique de ce qu'il faut séparer comme rôle et responsabilité, l'auditeur, il va être un peu dans la décision qui va se baser plus sur la réalité que sur le standard pur et dur théorique, on va dire. Parce que dans la réalité, il y a une entreprise avec 3 personnes, il ne peut pas dire on va séparer les rôles et responsabilités de manière extraordinaire, c'est pas possible. Mais si je suis dans une entreprise où il y a 300 personnes ou 1000 personnes, là, il n'y a pas de raison à ne pas avoir cette séparation des rôles et responsabilités. On a toute la latitude de la faire, il faut juste s'y mettre, on va dire. Donc, la A6.1.3, relation avec les autorités. Donc, la norme nous demande d'avoir des relations avec les autorités et avec les groupes spécialisés. On verra ça par la suite. Donc, c'est quoi la relation avec les autorités? C'est un peu pour garder le lien avec tout ce qui est légal et réglementaire. Parce que comme l'impact il est énorme, il faut qu'on soit à jour et en contact permanent avec les autorités. Par exemple, au Maroc, on a la CNTP qui est le porteur de la loi 0908 sur la protection des personnes physiques par rapport à l'utilisation de leurs données à caractère personnel. On doit avoir un contact permanent pour être à jour avec ce que dit cette loi. Maintenant, si on est dans une petite structure, on peut déléguer ça à un notaire, à un avocat, à quelqu'un qui est dans le domaine. Si on est dans une grande structure, c'est peut-être l'équipe ou bien le département juridique qui va faire ce rôle, qui aura cette rôle et responsabilité. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut avoir quelque chose qui précise à quelle fréquence on va vérifier s'il est des mises à jour, qui a cette responsabilité. Si on a un décalage, donc un incident, j'allais dire un décalage par rapport à l'aspect au respect de la loi, il faut réagir. Et bien sûr, quand il y a des incidents qui vont impliquer ou bien conduire à faire intervenir les autorités, qui on va contacter, comment on va les contacter. Par exemple, pour la RGPD, pour la CNIL, il y a des procédures qui sont claires sur le délai de notification, qui notifie,
qui fait la notification, etc. Donc ça, c'est assez clair. Et en général, puisqu'on parle de prendre une responsabilité, il faut avoir quelqu'un qui prend cette casquette. Si on est une petite structure, c'est peut-être le responsable SMSI qui va être aussi responsable de ça, jouer le rôle aussi par exemple, de DPO, Data Protection Officer. Mais sinon, ça peut être le DG, ça peut être n'importe qui. Des relations avec les groupes de travail spécialisés. Donc, tout à l'heure, quand on a vu relations avec l'autorité, j'ai dit qu'il y a aussi la relation avec des groupes de travail spécialisés. Donc là, c'est un peu encourager les gens à aller se former sur des forums, sur des groupes de travail de la même industrie. Par exemple, si on est dans le secteur, je vais dire l'aéronautique, par exemple, on va se mettre dans des forums, dans des groupes pour discuter des aspects sécurité relatifs à notre industrie. Comme ça, on va essayer d'améliorer la sécurité de l'information dans notre industrie à notre niveau, parce que c'est pas nécessairement possible de toucher la norme spécifiquement. On va travailler à notre niveau et éventuellement, pourquoi pas, s'il y a un accord à l'échelle internationale, on va dire, on pourra avoir un guide spécifique, comme ce qu'on a vu dans la famille 27000. On a vu qu'il y a un guide spécifique pour les télécoms, pour la santé, par exemple. Pourquoi pas avoir un guide spécifique pour notre industrie? Mais bien sûr, ça commence par un travail à l'échelle groupement, on va dire. Donc, des relations appropriées avec les groupes d'intérêt, les forums spécialisés. Euh, bon, maintenant, les forums, il y a les forums techniques, il y a les forums qui sont orientés 27001. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle ISO 27001 Forum. Vous pouvez taper juste ça dans Google. Il y a un site où les gens, en fait, bénévoles alimentent des textes relatifs à la norme. Et il y a un groupe Google qui est lié à ce site. Donc, vous pouvez vous inscrire à ce groupe et vous allez voir les discussions, la nature de discussion qu'il y a. Les gens qui ont des questions spécifiques par rapport à leur contexte, à l'implémentation, c'est assez intéressant. Donc, vous pouvez vous inscrire à ce groupe. Vous pouvez aussi vous inscrire sur les mailing lists spécifiques. C'est aussi important. Par exemple, le MA-CERT, ou bien le CERT FR, ou bien le CERT US en général. Il y a aussi le CISA. Le CISA, c'est un organisme américain aussi qui fait un peu la notification par rapport à toutes les vulnérabilités qui voient le jour. Et ils sont toujours en relation avec les autorités américaines, avec les organismes qui sont à jour par rapport à la sécurité. Ils publient les notifications, les alertes. Donc, c'est un bon moyen d'être à jour et bon, réagir rapidement aux alertes de failles de sécurité. Avantage, bien sûr, c'est améliorer les connaissances et les bonnes pratiques. Ça accumule le savoir-faire, en fait, et le savoir tout court de la personne qui travaille au niveau de sécurité, acquérir une compréhension de l'environnement de sécurité d'information, recevoir les avertissements alertes pour la sécurité et obtenir les conseils, bien sûr, quand on discute, on peut avoir de bonnes idées pour l'implémentation du SMSI à notre niveau. La A615, la sécurité d'information dans la gestion de projet. Donc là, on l'a déjà dit, la sécurité d'information doit être intégrée dès le début dans la gestion de projet. Ce n'est pas une couche complémentaire qu'on va ajouter à la fin. La sécurité d'information doit être considérée dans la gestion de projet, quel que soit le type de projet concerné. Petit, grand, IT, pas IT. Il faut prendre en considération les aspects de sécurité de l'information. D'autant plus que maintenant, la partie IT est omniprésente dans toutes les activités d'entreprise. On ne peut pas dire qu'il y a une activité qui n'utilise pas un fichier Excel, au moins, ou bien un fichier Word, au moins, ou bien un ordinateur, impossible. Les emails, impossible. Ce qui fait n'importe quel projet, la sécurité d'information est concernée. Donc, il doit être intégré à la gestion de projets d'organisation pour garantir que les risques de sécurité sont identifiés et traités dans le cadre de projet. Comme je vous ai dit, la 27001, c'est le fondement, c'est la gestion de risque. Donc, quand on dit un projet, on va étudier le risque que va introduire ce projet sur notre SI.
sur notre sécurité d'information, sur notre business. Je ne parle pas du risque projet, le risque que le projet aboutisse ou pas. Ça, c'est le risque projet. Mais le risque que va présenter les actifs qui vont être introduits par ce projet sur notre activité. On va installer un nouveau serveur, ben, il faut faire une gestion de risque par rapport à ce serveur. Lui-même, le serveur lui-même, quels sont les risques de panne, de CADA, il faut avoir de la sauvegarde, etc. Et les risques qu'il va introduire en termes peut-être de failles. On va introduire une technologie nouvelle qu'on ne maîtrise pas. Peut-être que elle va consommer un maximum de bandes passantes et donc impacter la disponibilité des autres services. C'est juste un exemple pour illustrer ce qu'on peut avoir comme impact. Ce projet va consommer le disque dur à une vitesse qui est très importante et donc toutes nos prévisions de consommation de disque dur doivent être revues parce que sinon on va être à 100% de disque dur, arrêt de service, arrêt de production et on est mal. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Deux évaluations des risques sont recommandées, un pour considérer les risques liés aux activités du projet et l'autre pour couvrir les risques liés aux résultats. Les responsabilités en matière de sécurité d'information doivent être définies et attribuées pour chaque projet. En général, pour le projet, on va définir un relais sécurité d'information, si on veut, et c'est lui qui va être notre interlocuteur en termes de responsable SMSI ou bien sécurité. Et lui, il va être porteur de la casquette sécurité dans le projet. On est arrivé à la 6.2, appareil mobile et télétravail. Donc, bien sûr, quand on dit appareil mobile, c'est téléphone et PC portable, les tablettes et tout ce qu'on veut comme équipement mobile. Ils ont un aspect particulier, c'est leur caractère portable. Donc, qui dit portable dit on peut le voler facilement, on peut l'oublier quelque part facilement, etc. On a moins de maîtrise que pour un serveur qui est dans une salle physique, dans une baie qui est fermée à clé. D'accord? Donc, une politique et des mesures de sécurité complémentaires doivent être adoptées, pour gérer les risques découlant de l'utilisation des appareils mobiles. Par exemple, on peut dire que tous les disques des équipements ou bien des appareils mobiles doivent être cryptés. Les disques durs doivent être cryptés. Pourquoi? Parce que si on perd le PC portable ou bien le téléphone, à la rigueur, on va perdre juste la valeur économique, 7 000 dirhams, 8 000 dirhams, 10 000 dirhams, mais on ne va pas perdre la valeur de notre information qui est dans ces PC. D'ailleurs, dans la gestion de risque, il y a toujours cette question de risque de vol de PC portable qui est étudiée. Et on distingue PC portable du directeur général, du PC portable du simple administrateur système. Bon, du simple entre guillemets, parce que si l'administrateur système il a mis le mot de passe d'admin dans un fichier texte ou bien Excel dans le PC, ben, c'est catastrophique. D'accord? Donc, il faut avoir une politique qui va cadrer un peu ça. On peut avoir maintenant, par exemple, la politique qui dit que les gens n'ont pas le droit d'utiliser leur messagerie professionnelle sur leur téléphone personnel et que le téléphone sur lequel on peut consulter la messagerie, ça doit être un téléphone qui est fourni par l'entreprise. Et donc, c'est juste les personnes qui en ont vraiment besoin. Ces téléphones vont être gérés à distance. Il y a des moyens les MDM, Mobile Device Management, il y a des plateformes pour gérer à distance les téléphones, dans le sens où, si le téléphone, on perd le téléphone, on peut effacer les données à distance, par exemple. Donc, la politique relative au dispositif doit prendre en compte l'enregistrement des appareils mobiles, la protection physique des appareils mobiles, les restrictions sur l'installation de logiciels, donc surtout pour les ordinateurs et téléphones portables. Donc, pour les ordinateurs et téléphones portables, si on donne aux personnes le droit d'installer, on peut installer des chevaux de Troie, des logiciels qui n'ont pas de licence, donc non-respect de la propriété intellectuelle, etc., etc. Donc, tout ça, ça doit être documenté. Maintenant, si je suis l'administrateur du domaine, j'ai un PC portable, probablement je peux tout installer. Mais la politique, elle va dire aussi que même si on a
les privilèges de faire des choses, on ne peut pas le faire sans validation d'une entité. En général, dans une entreprise, on va dire entre guillemets, qui se respecte, les logiciels qui sont installés sur les ordinateurs des personnes doivent être connus. On a un ensemble de logiciels qui sont utilisables et utilisés. Donc, au-delà de cette liste, on n'a pas le droit d'installer de logiciel. Donc, si quelqu'un a besoin d'un nouveau logiciel, il doit faire la demande. Il doit y avoir une équipe qui valide que ce logiciel est effectivement nécessaire et qu'il ne représente pas de risque en termes de sécurité de l'information. Et ce n'est qu'à cette étape qu'on va autoriser l'installation d'un tel logiciel. Donc, ça paraît un peu compliqué, mais c'est un peu ça ce qu'il faut avoir. Il y a bien sûr des outils, des plateformes qui facilitent cette gestion. Surtout quand on est full Microsoft, par exemple, on peut avoir des plateformes qui interdisent l'installation de logiciels, qui nous fait l'inventaire de logiciels, etc. Il y a même des plateformes libres qui permettent de faire ça. Il y a même par exemple, Kaspersky, si on prend une version adaptée, on peut dire à l'antivirus, bon, qui n'est plus juste un antivirus, mais une solution tout en un, d'interdire aux gens d'installer le logiciel. Donc, même s'il est administrateur de point de vue Windows, il n'est pas administrateur de point de vue solution antivirale. Et donc, il ne peut pas installer le logiciel parce que l'antivirus, il travaille à un niveau qui est plus bas que la couche utilisateur, on va dire. Mais bon, ça c'est... Comme j'ai dit le premier jour, c'est une question de maturité. Où est-ce qu'on est déjà? Si on est au niveau 0, on n'a pas besoin d'aller chercher le niveau 100 du premier coup. On veut juste aller chercher 30, 40, 50 pour dire qu'on est pas mal, mais pas nécessairement au top. La restriction de la connexion aux services d'information, donc les accès Internet, les sites web auxquels on accède, etc., il faut faire attention. Contrôle d'accès technique photographique, protection contre le logiciel malveillant. On ne va pas laisser le téléphone portable sans code de sécurité ou bien un pattern. On ne va pas laisser le PC portable sans mot de passe, etc. Donc, pour le PC portable, on peut avoir un mot de passe pour le BIOS, un mot de passe pour la session, voire même un mot de passe pour accéder à Internet. Pourquoi pas? Si on a un proxy qui n'utilise pas la session intégrée de Microsoft. L'idée, c'est quoi? C'est de rendre juste la vie compliquée et difficile à celui qui veut nous attaquer. Parce que le risque zéro n'existe pas. On l'a déjà dit. Donc, plus on ajoute des couches de sécurité, plus on rend la chose difficile. C'est ce qu'on appelle la défense en profondeur. Désactivation, effacement ou verrouillage à distance. C'est ce que j'ai dit, surtout, notamment pour les téléphones portables. Pour les PC portables, c'est aussi faisable, mais c'est moins... Bon, le vol de PC portable est moins fréquent que le vol de téléphone portable. La sauvegarde, donc il faut faire attention parce que si les gens travaillent à 100% sur leur PC portable, probablement que les données ne sont pas toutes sur des partages, etc. Donc, il faut avoir une certaine rigueur, on va dire. En général, on dit aux gens, attention, mettez toutes les données sur ce lecteur réseau. Et donc, dans le script d'ouverture de session, on leur mappe un lecteur réseau directement. Et donc, les données qui sont sur ce lecteur, normalement, ils sont sur un serveur et ils sont sauvegardés d'une manière centralisée. On peut utiliser ce qu'on appelle la redirection de bureau. Il y a une configuration dans Windows avec laquelle on peut mettre le profil, le bureau, mes documents, etc., sur un partage. Et là où la personne ouvre la session, son profil la suit. C'est dans les anciennes versions de Windows, on appelait ça le profil itinérant. Et ce n'est plus le nom du profil de la chose, on va dire. D'accord? Mais bien sûr, c'est une question de situation, c'est une question d'entreprise. Utilisation de services web et d'applications, donc ça, on l'a déjà dit. D'un autre aspect, l'utilisation des sites web, etc., il faut faire attention quand vous, par exemple, vous voulez vous inscrire à une mailing list, il faut faire attention. Vous n'êtes pas nécessairement autorisé à utiliser l'adresse email de l'entreprise pour
vous inscrire à une mailing list de je ne sais pas quoi. Il faut avoir une distinction entre l'adresse email que vous utilisez dans les sites, dans les mailing lists de tout genre, et l'adresse de l'entreprise qui est surtout destinée pour l'entreprise, pour les besoins de l'entreprise. Il convient de faire preuve de prudence lors d'utilisation des appareils mobiles dans les lieux publics. Là, c'est plus un mélange de la mise en œuvre et de la mesure en elle-même. Bon, l'idée, c'est de... Parce que si je suis dans un café, les gens peuvent voir ce que je suis en train de faire, par exemple. Euh, les dispositifs mobiles doivent être protégés physiquement contre le vol. Bon, pour les PC, il y a les câbles de sécurité. Pour les téléphones portables, bon, c'est un peu compliqué, mais le garder dans la poche intérieure de la veste qui est fermée, euh, sinon c'est un peu compliqué. Les utilisateurs doivent être formés aux mesures de sécurité des appareils mobiles. Bien sûr, formés à un certain niveau. On va leur dire, voici comment configurer un nouveau mot de passe, voici comment faire ça, etc. Mais en général, si on leur donne un téléphone d'entreprise, il vient préconfiguré. On demande à la personne juste de changer le mot de passe ou bien le pattern, et c'est tout. En cas de connexion à distance au site ou aux bases de données d'organisation, l'authentification doit couvrir non seulement l'appareil, mais aussi l'utilisateur. Voilà, c'est si j'accède non à travers un VPN, mais juste à travers Internet, parce que si j'utilise un VPN, je suis déjà en mode sécurisé. Mais à supposer que j'accède à une ressource à distance sans VPN, il y a la possibilité d'authentifier la machine, mais il faut exiger l'authentification de la personne, bien sûr. Parce que si on a volé le PC portable à quelqu'un, le voleur, ou bien, qui va devenir un usurpateur d'identité, il va essayer d'accéder à des services juste en se basant sur les privilèges de l'ordinateur. Lorsque vous utilisez des appareils privés à des fins professionnelles, ce qu'on appelle communément le BYOD, Bring Your Own Device, ce n'est pas nécessairement autorisé. Il faut voir est-ce que c'est autorisé ou pas dans l'entreprise. Donc, séparer l'utilisation professionnelle et privée des appareils. Par exemple, utiliser des profils sur le navigateur, par exemple. Utiliser deux sessions sur le PC, une session juste pour le travail, une session juste pour l'usage personnel. Non donner accès aux informations professionnelles qu'après que l'utilisateur ait signé un accord de reconnaissance de ses obligations. Bon, là, c'est un peu la charte et le NDA. En fait, il ne faut pas donner le PC dans ce cas à sa femme, par exemple, bien à son mari, si, parce qu'il pourra consulter des données professionnelles alors qu'il n'a pas accès à cette information. Quelquefois, le couple, chacun travaille dans une entreprise qui peuvent être concurrentes, donc on peut avoir des fuites d'informations de côté comme un autre, etc. Le télétravail, la A622, bon, le télétravail, c'est pour dire, attention, si vous travaillez à distance, il faut avoir déjà l'autorisation de le faire et avoir des mesures de sécurité pour suivre ce travail à distance. Donc, qui dit cadre des politiques, des conditions et restrictions de télétravail. Maintenant, par exemple, on peut dire aux gens, même si on vous autorise le télétravail, vous n'avez pas le droit de faire du télétravail dans un café. Il faut le faire chez vous ou bien dans un local qui est fermé, qui n'est pas un lieu public. Par exemple, on peut aller dans un espace de coworking space avec une zone dédiée, donc un espace dos au mur, cloisonné, il n'y a pas de problème. Mais travailler en télétravail dans un café, ça, c'est pas possible. Bien sûr, il faut dans cette politique décider est-ce qu'on va autoriser les gens à utiliser leurs moyens personnels, leur PC portable personnel pour se connecter à distance. Tout dépend de la taille d'entreprise, de la criticité de ce que la personne fait, etc. Mais bien sûr, on va essayer au maximum d'éviter que la personne utilise ses propres moyens pour se connecter. Parce qu'on n'a aucune maîtrise des moyens de la personne. Si la personne utilise une version de Windows qui est piratée, qui n'a pas d'antivirus, etc., c'est une belle porte d'entrée pour le réseau d'entreprise. Donc, il faut faire attention.
Donc, les lignes directrices de la 27002 par rapport aux conditions et restrictions du télétravail, la sécurité physique du lieu, comme j'ai dit. Donc, surtout si on va imaginez que vous travaillez dans un café et que vous avez un besoin naturel qui se manifeste. Vous allez faire quoi? Il faut tout éteindre, porter votre sac à dos, aller dans les toilettes. C'est un peu compliqué à faire. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Il y a des images des photos plutôt sur LinkedIn où des gens dans le TGV travaillent sur leur PC portable et les voyageurs voient ce qu'ils sont en train de faire, ce qui est grave. Voire même, il y a une personne qui a laissé son PC portable pour aller aux toilettes, comme si les gens qui sont dans le TGV, ce sont tous des anges. Non, non. On peut être cible d'une attaque parce que on cible l'entreprise et pas la personne. Autorisation hors de travail, information et services. Donc, on peut avoir une restriction sur les horaires d'utilisation de télétravail. Par exemple, on peut limiter les horaires d'ouverture de session pour les personnes qui travaillent à distance. Comme ça, on dit que c'est pas possible en dehors de 9h, 18h. Si quelqu'un essaie de se connecter après 18h, la connexion n'est pas possible. On peut limiter la nature des choses auxquelles ils peuvent accéder en télétravail. Par exemple, ils ont accès juste à une information d'un certain niveau de classification. Par exemple. Sécurité des communications. Donc là, on parle de la nature du VPN, de la sécurité de la communication. Utilisation de l'accès au bureau virtuel. Donc là, il y a des entreprises qui donnent, par exemple, l'accès en remote desktop. C'est aussi un télétravail. Maintenant, c'est un peu plus facile à mettre en œuvre de point de vue contrôle, parce qu'on dit à la personne, tu peux travailler n'importe où, mais en utilisant le remote desktop. Donc, une fois il fait remote desktop, il est dans son environnement et une fois il se déconnecte, il se déconnecte. Donc, même si on lui vole le PC portable, ça sert à rien. Il n'y a rien sur le PC portable. Maintenant, il y a d'autres risques qui viennent avec ça parce que qui dit remote desktop dit aussi que toute personne qui a le login et mot de passe d'une personne qui travaille dans l'entreprise peut avoir accès. Donc, il n'y a pas cette restriction. On contrôle moins les sources de connexion, etc. Potentiel d'accès non autorisé, famille, amis, visiteurs. Utilisation des réseaux domestiques et restrictions. Les réseaux domestiques, on peut avoir plusieurs problèmes dedans. Par exemple, je donne le code de mon Wi-Fi à mon voisin, c'est déjà une porte dérobée que j'ai dans mon réseau. Il n'y a pas les mêmes niveaux de sécurité de Wi-Fi, peut-être. Les gens peut-être utilisent juste un réseau sans mot de passe. Donc, toute communication qui n'est pas chiffrée est attaquable. Nécessité éventuelle d'obtenir l'accès à des équipements privés. Licence de logiciel utilisée. Protection contre logiciel malveillant et pare-feu. Bah, peut-être que la personne, comme j'ai dit, n'a pas de mise à jour de son firewall ou bien de son antivirus. Dans le texte de la norme, on ne parle pas d'antivirus, mais on parle de logiciel malveillant. Donc, on dit toujours logiciel, protection contre les logiciels malveillants. Parce qu'il n'y a pas que les virus, il y a les vers, cheval de Troie, etc. Donc, il y a pas mal de familles de malware. Maintenance du matériel et des logiciels, tout ce qui est mis à jour. Sauvegarde et continuité d'activité. Si la personne utilise ces moyens pour le télétravail, peut-être qu'il y aura des données qu'il ne va pas sauvegarder et donc il y aura une perte d'informations éventuelle. Et la révocation de l'autorité et le droit d'accès. Donc là, il faut avoir la possibilité de couper net un kill switch, comme on dit, pour tout compte. Alors, bien sûr, on peut avoir, si on est dans Active Directory et qu'on utilise le même compte pour l'accès VPN, le compte lui-même, c'est un kill switch. On désactive le compte, rien ne marche partout. Mais si on a un compte pour le VPN, un compte pour la messagerie, un compte pour accéder au partage, il faut avoir quelque chose d'automatisé qui va tout désactiver en même temps. Sinon, on risque d'oublier quelque chose dans la démarche. On est arrivé à la partie ressources humaines. Donc, la partie ressources humaines, comme j'ai dit, c'est depuis la sélection des candidats jusqu'à
départ jusqu'au départ ou bien changement d'affectation de l'employé. Donc, sélection des candidats, des vérifications doivent être effectuées sur tous les candidats d'embauche conformément aux lois, aux réglementations, à l'éthique, etc., selon l'exigence. Donc, l'idée, c'est quoi? On va demander à recruter quelqu'un. Donc, on va lancer l'annonce, on va commencer à collecter des informations. Déjà, il y a un aspect donné à caractère personnel auquel il faut faire attention puisqu'on collecte des données à caractère personnel. Donc, les personnes doivent être adaptées au poste qu'ils vont occuper. Si j'ai besoin d'un admin système, ben, la personne doit avoir une preuve de compétence relativement à l'administrateur système. Comme j'ai dit, soit un diplôme relatif à ça, soit une expérience professionnelle, soit une certification. Déjà, c'est pour un premier G. Et tout ça, c'est avant l'embauche. On peut, par exemple, demander la fiche anthropométrique. On peut demander un bilan de santé. Pourquoi pas? Les radios pour tout ce qui est maladie pulmonaire, etc. Ça se faisait depuis toujours, même avant le Covid. Pour le Covid, je ne sais pas s'ils ont renforcé un peu le contrôle sur les poumons, etc., la partie radiologie. Donc, l'idée, c'est d'éviter d'embaucher la mauvaise personne pour le poste concerné. Bien sûr, j'ai parlé de la fiche anthropométrique, mais on peut aller plus loin si on veut avoir plus d'informations sur la personne. Il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux. Ils voient la personne, comment elle raisonne, quels sont ses courants de pensée, etc. C'est pour ça qu'on dit en général aux gens, faites attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez publier une photo dans laquelle vous étiez en vacances, mais qui va jouer contre vous lors d'un entretien. D'accord? Donc, il faut y avoir des procédures de dépistage, critères et limites, qui est éligible pour filtrer les personnes, comment et quand le dépistage est-il effectué et pourquoi effectuer des vérifications. Bon, dépistage, on n'est pas en train de dépister une maladie, mais l'idée, c'est de trouver les bonnes ressources pour l'entreprise. Donc, le filtrage doit respecter la législation. Bien sûr, il n'y a pas de distinction entre hommes-femmes, entre blanc et noir, etc. Donc, tout ça, ça va de soi. Il faut respecter tous ces aspects. Mais on va se baser sur d'autres aspects, l'expérience professionnelle, les références, le CV. Ça dépend bien sûr de la nature du poste qu'on est en train pour lequel on est en train de recruter. Si on est en train de recruter un junior ou bien un administrateur système, disons c'est un poste qui est basique. Si je suis en train de recruter un directeur, ce n'est pas la même chose. Donc le circuit de recrutement, il doit être différent. Le dépistage doit être différent. Parce on est en train de recruter quelqu'un qui va avoir accès à une autorité qui est assez importante, à des privilèges qui sont importants, la charge financière est importante, et aussi, l'impact, il est important si on foire le recrutement. Donc, le dépistage peut inclure les références, vérification du CV, la confirmation des qualifications académiques et professionnelles revendiquées. On peut, ça se fait quelquefois, aller vérifier auprès de l'établissement de formation, est-ce que ce diplôme ou bien cette personne a effectivement fait ses études chez vous. Vérification indépendante de l'identité du candidat, bon, ça c'est la CIN, c'est suffisant. Hein. Examen plus détaillé, donc là c'est un peu, par exemple pour le système américain, il y a tout ce qui est scoring, les systèmes GMAT, etc. Par exemple, il y a des scores. Bien sûr, on peut faire passer des tests écrits et oraux aux candidats. Maintenant, pour les entreprises qui cherchent à faire un bon recrutement, on peut faire facilement 3 entretiens. Le premier entretien, c'est juste un entretien avec le RH pour le premier dépistage, on va dire, récupérer déjà les premières personnes, parce que le premier entretien, on parle à la personne, on voit qu'il y a des incohérences, qu'elle n'a pas un bon français, qu'elle n'a pas un bon anglais, on a exigé l'anglais. On peut dire merci, non, merci. C'est pour une autre fois. Deuxième étape, c'est l'entretien technique. On peut avoir même des tests techniques. On vous donne des questions techniques, on vous dit, vous répondez, tout simplement. Pour le recrutement de développement, on vous demande d'écrire du code, tout simplement.
ou bien de chercher un bug dans un code. Ensuite vient le troisième entretien avec le management ou bien le responsable hiérarchique ou bien la personne avec laquelle on va décider discuter du salaire, par exemple, etc., des conditions de travail. Donc, tout ça, c'est possible. La norme, elle ne vous restreint en rien. Elle vous dit juste respecter ce que dit la loi et c'est terminé. Le niveau de détail des vérifications lors du filtrage est corrélé à l'accès de l'individu aux informations confidentielles. Ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je recrute un directeur, ce n'est pas la même chose que recruter un administrateur. La nature de l'information à laquelle il va accéder est différente. Le niveau de confidentialité est différent. On insiste ici sur la nature confidentialité parce que ce qui est confidentiel fait plus mal en général quand il est divulgué d'une manière inappropriée que ce qui n'est pas confidentiel. Le filtrage s'applique aux employés, aux sous-traitants, aux utilisateurs tiers. C'est-à-dire, même si je vais avoir quelqu'un en régie en tant que sous-traitant, un freelance, je peux faire le même circuit. Parce que l'idée, c'est indépendamment de la nature du contrat qui nous lie avec la personne, il faut qu'on s'assure que la personne a les bonnes compétences, a les bons réflexes. On peut lui faire confiance, en quelque sorte. C'est une gestion de risque, encore une fois, par rapport à la nature de l'information auquel cette personne aura accès, ou bien la nature des tâches qu'il va faire. A7.1.2, termes et conditions d'embauche, donc le contrat, proprement dit. Les accords contractuels entre les salariés et les sous-traitants doivent préciser leurs responsabilités et celles de l'organisation en matière de sécurité d'information. Concrètement, on va trouver tout ce qui est clause de non-divulgation, clause de confidentialité, clause de non-concurrence, etc. On complète ça par les chartes. Il y a tout ce qui est aspect donné à caractère personnel, qui n'est pas vraiment dans les termes du contrat, mais l'employé doit autoriser l'entreprise à utiliser ces données à caractère personnel pour les besoins de tout ce qui est administratif, le salaire, les attestations de travail, etc. Donc, ça, c'est des termes et conditions d'embauche, on va dire. Ça fait partie des termes du contrat. Toutes les personnes qui ont accès à des informations confidentielles doivent signer un accord de confidentialité ou de non-divulgation avant l'accès aux informations, ce qu'on a appelé le NDA. Quelles sont les responsabilités et les droits légaux de l'employé? Bon, les droits et obligations, on va dire. Les responsabilités pour la classification des informations et la gestion des actifs organisationnels gérés par l'employé ou l'employeur, c'est-à-dire qu'on va commencer à responsabiliser la personne qu'on recrute dès le début par rapport à ce qu'il va toucher comme matériel, comme actif informationnel, etc. Donc, les actions qui peuvent être prises par l'organisation au cas où l'employé ne respecte pas les exigences de sécurité. Donc là, bien sûr, on peut dire en cas de non-respect, ce qui est dicté par le code de travail va être appliqué. Ou bien, si on a une procédure disciplinaire, peut-être on va l'appliquer, mais elle ne doit pas être non conforme à ce que le texte de loi a dit. Donc, la conformité légale avant tout. Rappelez-vous de ça, conformité légale avant tout. A7.2, pendant la durée du contrat, toujours responsabilité de la direction. Bien sûr, comme la personne qu'on a recrutée a des obligations, elle a des droits. Donc, la direction doit demander à tous les salariés et sous-traitants d'appliquer les règles de sécurité de l'information aux politiques et procédures en vigueur. Bien sûr, ça, c'est encore une obligation. Mais elle doit s'assurer aussi que la direction doit s'assurer que les employés et sous-traitants sont informés de leurs rôles et responsabilités. Donc là, c'est un droit de l'employé. On ne peut pas venir chez quelqu'un et lui dire, tu n'as pas respecté la politique alors qu'on n'a jamais parlé à cette personne de la politique. C'est absurde. Donc, on peut mettre ça sur le dos de la négligence de la part de la direction. Et ça va engager la responsabilité de la direction et désengager la responsabilité de l'employé en cas de problème, d'incident. La direction doit s'assurer que les employés et sous-traitants sont informés des attentes en matière de sécurité de l'information et de leur rôle, sont motivés à respecter les politiques de sécurité. Bon, motivés avec une carotte peut-être, pas un bâton, ça c'est de la motivation négative.
Être sensibilisé à la sécurité de l'information, donc sensibilisation et formation, en fait, se conformer aux conditions de l'emploi, sont formés régulièrement pour pouvoir maintenir à jour leurs compétences et qualifications. C'est-à-dire que on va recruter quelqu'un, à un certain moment, la technologie avance à une vitesse très vite par rapport à une montée en compétences naturelle, on va dire. Donc, à un certain moment, il faut former les gens. Et bien sûr, si on a de nouvelles technologies qu'on introduit, là, il y a obligation parce que sinon, la personne elle ne connaît pas la technologie, il risque de ne pas bien faire son travail et donc qu'il y ait un impact négatif sur l'organisation. Et donc, du point de vue obligation de la direction, elle doit former la personne sur ces technologies et peuvent signaler anonymement l'évolution de politiques et procédures de sécurité. Bon, là, c'est un peu mitigé. Signaler d'une manière anonyme peut donner lieu à des signalements qui ne sont pas vrais. Signaler d'une manière qui n'est pas anonyme peut donner lieu à des conflits entre membres des équipes. Donc, à un certain moment, on peut avoir un signalement qui n'est pas anonyme, mais qui est anonymisé. C'est-à-dire que la personne, elle va s'authentifier pour accéder à une interface pour faire signaler une violation, mais en même temps, peut-être que c'est lui qui va voir la violation ou bien le message, il ne sait pas de qui il provient. Mais s'il y a un conflit, s'il y a on va dire, l'autre personne concernée par la violation revendique quelque chose, on peut toujours revenir aux traces pour dire, tiens, c'est Monsieur Lambda qui a saisi cette violation. D'accord? La direction doit exercer un contrôle et vérifier la conformité aux politiques, procédures, règlements dans le travail au jour le jour. Bon, au jour le jour, c'est compliqué, mais bien sûr, côté légal, c'est obligatoire. Côté aux politiques et procédures, bon, ça, c'est le rôle de l'audit interne, des managers, donc les responsables opérationnels, ils sont obligés de suivre un peu le respect de ces procédures et politiques. Mais pour bien sûr, la partie réglementaire, c'est peut-être la partie RH, c'est peut-être la direction, mais là, ça devient un peu au jour le jour. La sensibilisation, apprentissage et formation à la sécurité de l'information. Bien sûr, il faut avoir un minimum il y a la clause sensibilisation qui est claire. Je pense que c'est la 5, non, c'est la 7.3. C'est la 7.3. C'est le chapitre sur la sensibilisation. C'est une exigence. Donc, il faut sensibiliser les gens parce que ne pas être sensibilisé, c'est représenter un risque. D'ailleurs, dans tous les plans de traitement de risque que j'établis pour les organismes que j'accompagne, il y a la sensibilisation. Impossible de ne pas avoir la sensibilisation dans le plan de traitement de risque. Parce que juste le fait de dire qu'il y a le risque que quelqu'un voit ce qu'on est en train de faire sur l'ordinateur, ben, il faut sensibiliser les gens. Attention, si vous travaillez dans un lieu public, faites attention à ce qui est derrière vous. Ils insistent pour voir ce que vous faites sur votre écran, etc. Et bien sûr, ne le faites pas tant que vous le pouvez. L'organisation devrait élaborer un programme de sensibilisation à la sécurité pour rendre les individus conscients de leurs responsabilités en matière de sécurité de l'information et de façon dont ils devraient agir. Donc, la sensibilisation, en général, on va inclure, les aspects signalement d'incidents. C'est pas signalement de violation, mais signalement d'incident de sécurité. La porte qui ne se ferme pas, la vitre brisée, la caméra qui semble ne pas marcher, etc. Donc, il faut pouvoir le signaler, comment le signaler, à qui le signaler, par quels moyens, etc. Donc, tout ça, c'est dans la partie sensibilisation. Comme on parle d'un programme, en fait, la sensibilisation, comme j'ai dit, c'est agir sur les comportements. Et donc, on devrait avoir un programme qui est étalé sur toute l'année. Peut-être, bien sûr, alterner les canaux, quelquefois envoyer un email, quelquefois je ne sais pas, une vidéo, quelquefois un affichage, quelquefois c'est une réunion, peu importe. L'idée, c'est de maintenir avec le cap de la sensibilisation.
Tout le personnel doit être formé sur les procédures et politiques de sécurité de l'information et sur l'utilisation des équipements et logiciels pertinents pour le travail. Donc là, c'est un peu la formation au sens large, mais aussi ne pas oublier la partie sécurité de l'information. Si un collaborateur n'a pas effectivement accès à quelque chose directement lié à la sécurité de l'information, ben, il faut prendre la sécurité de l'information au sens large. Je m'explique. Par exemple, supposons que je donne à l'employé un logiciel pour saisir, un ERP pour saisir les informations sur un client. Si l'ERP est trop compliqué à utiliser, il faut fermer là, revenir à là, saisir ici, cliquer ici, aller ouvrir l'autre fenêtre. L'employé va nécessairement à un certain moment se tromper parce que c'est trop compliqué. Donc, on a besoin de l'information parce que ça va jouer sur quoi? C'est l'aspect intégrité de l'information. Et donc, sécurité de l'information implique. D'accord? C'est une question de se poser les trois critères toujours et dire ce fonctionnement, de point de vue de ces trois critères, qu'est-ce qui peut être impacté? Quand j'ai parlé, par exemple, de télécharger des films sur Internet, bon, télécharger un film, oui, d'accord. Il y a peut-être qu'il y a déjà la partie propriété intellectuelle, pardon, je perds mes mots, la partie propriété intellectuelle, mais on voyait ça surtout par rapport à la bande passante, par exemple. Si la bande passante est consommée à 90%, c'est clair qu'il y a une dégradation de la qualité de service qui va s'en suivre, surtout si je suis en téléphonie IP, par exemple, pour un support utilisateur ou quelque chose de la sorte. Et donc, c'est un impact sur la disponibilité du service. C'est un critère de la sécurité de l'information. C'est pour ça que, en général, quand on touche à la 27001, on touche partout. CID, c'est partout. L'intégrité, confidentialité et disponibilité, c'est partout. Exemple, je suis dans une conf call, dans une réunion téléphonique. Il y a quelqu'un qui se connecte et qui ne se manifeste pas, qui ne dit pas qui est. C'est un impact sur la confidentialité parce que si cette personne n'a pas accès à cette information de laquelle on est en train de parler, c'est une atteinte à la sécurité de l'information. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va lui dire de se manifester. Vous êtes qui s'est connecté? Première fois, deuxième fois, troisième fois. Tout le monde sort de la réunion. On n'a pas le choix. Et on entre dans une autre réunion avec un nouveau code, avec un nouveau lien, par exemple. D'accord? Donc, sécurité partout. Sensibilisation, il faut sensibiliser les gens à ces aspects. Bien sûr, formation, c'est pour la compétence. C'est toujours pour le savoir-faire. Le processus disciplinaire, voici ce que je cherchais tout à l'heure. L'organisation doit avoir et faire respecter un processus disciplinaire en cas de brèche de la sécurité par rapport par les employés. Donc, bien sûr, ce processus disciplinaire il doit être documenté et communiqué. Tout le monde doit être au courant qu'il existe et chacun doit savoir qu'est-ce qu'il encourt s'il ne respecte pas les politiques, le règlement intérieur, etc. Le non-respect des politiques ou des contrôles de sécurité doit être traité correctement. Donc, la procédure disciplinaire veille à ce que le traitement soit juste et correct. Bien sûr, il ne doit pas dépasser les bornes de la logique. Il ne doit pas commencer sans vérification et confirmation préalable qu'une faille de sécurité s'est produite. C'est-à-dire, ce n'est pas juste par oui dire qu'on va impacter quelqu'un. L'exemple de signaler une violation, bah, ce n'est pas dès qu'on reçoit le signalement, on va impacter la personne concernée. Non, il faut d'abord vérifier que c'est effectivement le cas, etc. Et devrait fournir une réponse graduée. On ne va pas commencer par donner l'exemple et la personne elle est virée de son travail parce que elle n'a pas fermé la porte. C'est absurde. Donc, il faut aller graduellement. Il faut que les gens comprennent que c'est une question de responsabilité et d'impact sur l'entreprise. Quand les gens comprennent que quand ils font une bourde, ça risque de faire perdre l'emploi à tout le monde, son travail à tout le monde, fermer l'entreprise, les gens commencent à comprendre qu'ils ont un impact. Et idéalement, c'est donner des exemples de cas passés, d'entreprises qui ont eu
ce genre de situation. Les employés doivent être informés de la procédure disciplinaire, on l'a dit, donc ça va de soi. Et enfin, il y a la rupture, terme ou modification du contrat de travail. Donc là, le changement du contexte de l'employé, bien, soit, bon, l'image n'est pas très parlante parce que ça, c'est virer l'employé, ça, licenciement. Mais là, en général, la clause, elle parle de tout, soit une démission, un départ volontaire, ou un départ involontaire, ou bien un changement de poste en interne. Donc, là, c'est 1.3, achèvement ou modification de responsabilité associée au contrat de travail. Donc, les responsabilités et les missions liées à l'information qui restent valables à l'issue de rupture, terme de modification de contrat de travail doivent être définies, communiquées aux salariés, aux sous-traitants et appliquées. Pour faire simple, quand quelqu'un part, on lui rappelle les termes de confidentialité, les termes de non-divulgation, les termes de non-concurrence, c'est-à-dire qu'il ne doit pas aller travailler chez la concurrence directe pendant les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois après son départ, par exemple. S'assurer que si la personne part quand des actifs sont compte, quand des actifs sont accès VPN, etc., etc. Donc, tout ça, ça doit être procéduré. L'aspect communication vers l'employé doit être fait. Comment, par exemple, pour virer quelqu'un, on ne va pas lui dire demain tu reviens pas. Non, ça marche pas. Si on lui dit demain tu reviens pas, c'est-à-dire qu'on lui donne d'ici demain pour faire n'importe quel désastre au niveau de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez vu un film où on voyait quelqu'un, on le convoque pour une réunion. Donc, il est convoqué pour une réunion par son manager. Et en même temps, on voit le responsable IT qui entre dans son bureau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans l'entretien, on lui dit, vous êtes viré, vous allez prendre vos affaires et partir. Donnez-nous votre badge maintenant. Il récupère le badge sur place. L'agent de sécurité va vous accompagner pour quitter. On vous donne 1 heure pour ramasser vos affaires. Et l'agent de sécurité, il est là devant lui pour que la personne récupère ses affaires. De cette manière, on est sûr qu'on ne laisse pas la marge de manœuvre à cette personne pour laisser une bombe logique, comme on appelle ça, derrière lui. D'accord? Voilà, donc c'est en général ça, la rupture de contrat. On va rester à la A7. On a bien avancé. Donc la A7, c'est la A7 3 qui est la rupture.